C'est parti, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé Comment l'IA redéfinit l'approche par les compétences. Et j'ai deux invités ce matin pour traiter le sujet. Alors pourquoi ce sujet? Parce que on le sait aujourd'hui, les entreprises et les stratégies RH sont fortement impactées à la fois par des événements technologiques, par des événements économiques. Et donc on est un peu entre deux, entre une gestion RH un peu passée, qui va de plus en plus aller vers une gestion RH par la gestion des compétences en tant que telles. Déjà, pour une première raison, c'est que les collaborateurs, les salariés, les candidats aujourd'hui ont revu, on le sait, leur motivation. Les facteurs d'engagement ont changé. Donc en fait, les personnes ont de plus en plus besoin d'avoir des pistes de projection. Qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Est-ce que mon entreprise est capable de me l'offrir? Les RH ont besoin de s'adapter à un business qui évolue de plus en plus vite et de la même façon de pouvoir anticiper les compétences à très court terme, à moyen terme et finalement à long terme, c'est plus tellement le sujet. On n'est plus dans des projections à 5 ou 10 ans. Quand on regarde les stratégies RH, aujourd'hui, on est à 2-3 ans maximum en projection. Donc il y a quand même un truc qui est génial aujourd'hui qui s'appelle l'IA et qui potentiellement va permettre aux équipes RH de revoir intégralement leur façon de faire et surtout, j'allais dire presque d'upgrader leur façon de faire, de les rendre plus forts dans cette gestion des compétences. C'est ce qu'on va aborder ce matin avec nos deux invités. Et je laisse d'abord Sébastien se présenter. Bonjour Sébastien. Bonjour Christophe, bonjour Florian, bonjour à toutes et tous. Je suis enchanté d'être avec vous ce matin. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Sébastien Lipa. Je suis le directeur du service Paye Grand Compte chez Apogea. Donc, service dans lequel nous travaillons avec les solutions de la BU HCM de Cegid. Donc, dans mon service, nos clients sont de manière générale les entreprises ayant un effectif au-delà de 1000 collaborateurs. Et pour toute la partie paye et gestion administrative du personnel, donc nous embarquons la solution Cegid Payroll Ultimate, anciennement connue sous le nom de Cegid HR Ultimate. Et pour toute la partie talent qui nous occupe ce matin, nous intégrons Cegid HR, qui est anciennement connu sous le nom Cegid Talentsoft. Alors pour parler d'Apogea rapidement, donc nous sommes un intégrateur de solutions de gestion spécialisé dans plusieurs domaines tels que la finance, la facturation, la dématérialisation RH, la facturation électronique, la force de vente, ou encore la paye et le talent, bien évidemment. Nous avons une expérience d'environ 30 ans dans le monde de l'intégration et nous visons tous les segments des entreprises. On travaille très bien avec des petites structures, des TPE, jusqu'à la moyenne et grande entreprise. Donc on travaille aujourd'hui avec une dizaine d'éditeurs, le but étant de s'adapter avec leurs fonctions de capacité de seniorité à accompagner les clients au quotidien. Voilà. Pour parfaire ce petit tour, Apogea fait partie du groupe Proxy Team, qui mélange plusieurs métiers au service de l'ensemble de nos clients, donc comme ceux que je viens d'évoquer, mais on couvre également, avec notre société Axido, toute la partie infogérance, hébergement et cybersécurité, cloud. Voilà. Donc nous sommes présents sur toute la France, on a un maillage d'agences en région et quelques agences en Île-de-France. Et pour en revenir à mon service, donc le service Paye Grand Compte, on remarque que nos clients sont de plus en plus sensibilisés autour de la thématique du talent, donc autour du core HR, autour du recrutement, des entretiens, de la formation ou encore de la gestion des carrières et nous pouvons remarquer que cela devient pour eux, un enjeu majeur pour le recrutement de demain. Voilà. C'est tout bon pour moi, Christophe. Ça marche. Bonjour Florian. Je te Bonjour laisse te Christophe, présenter. salut Sébastien. Oui. Alors je vais être moins exhaustif que Sébastien, je pense. Donc on m'appelle Florian Cordel, donc je suis le directeur des produits, des solutions talent chez Cegid. Donc certains d'entre vous les connaissent sous le nom de Talentsoft, tu en as parlé Sébastien, mais aussi Witifeed, Digital Recruiter. Et récemment, on a unifié cet écosystème produit au sein d'une suite HCM unique, qui est la suite Cegid HR. Voilà, dont on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. À côté de ça, je suis un
on va dire, un passionné d'intelligence artificielle. Comme tu l'as dit, Christophe, c'est un sujet un peu plus d'actualité, donc ça tombe bien. Et j'ai la chance, chez Cegid, de travailler sur les sujets d'intelligence artificielle, notamment avec l'intégration de Cegid Pulse, qui est l'ensemble des agents IA que l'on intègre à la suite Cegid HR, et notamment sur le sujet des compétences, qui est un sujet extrêmement stratégique. Donc ravi d'être avec vous pour en discuter. Bon, bah super. On va peut-être commencer par un peu d'historique sur ces stratégies de développement des talents, de gestion des compétences. C'est Sébastien qui va peut-être nous faire un petit retour sur le contexte. D'abord la GPEC, puis la GEPP. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, c'est ça. Effectivement, avant de passer au thème principal qui est de savoir si l'intelligence artificielle redéfinit l'approche de recrutement par les compétences, je vais enfiler ma casquette légale en prenant un petit peu le contexte et l'histoire de la compétence en entreprise, en essayant d'expliquer comment nous sommes passés de la GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels en quelques années. Donc, et bien évidemment comprendre si c'est un changement majeur pour les entreprises. Donc, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, introduite dans les années 2000 par la loi Borloo, visait à anticiper les besoins en compétences pour les aligner avec la stratégie des entreprises. Donc, ce modèle, à l'époque, bien qu'ambitieux, s'est souvent révélé un peu lourd en termes de mise en œuvre, par manque d'outils adaptés notamment. On remarque que les référentiels étaient assez statiques, complexes, et rarement mis à jour, entraînant un décalage croissant entre la réalité des compétences des salariés et les besoins d'emploi en entreprise. Donc on en discutait avec Florian en préparant ce webinaire. On a tous en mémoire dans nos entreprises, dans notre entreprise ou chez des clients, l'illustration de la mise en place d'un référentiel métier ou d'un référentiel de compétences qui était complexe en termes de mise en place, difficile à structurer au sein des services RH et au final qui était complexe dans son utilisation au final. Donc On a tous commencé un stage en faisant de la mise à jour des c'est fiches ça, emploi dans les exactement, services RH. exactement. Puis cette loi Borloo donc a été complétée par la loi relative au dialogue social et à l'emploi au pourtour des années 2015 par la loi Rebsamen. Donc cette évolution avait pour but de simplifier la loi précédente en ne passant que par 3 blocs principaux de consultation obligatoire en entreprise, qui étaient les orientations stratégiques, la politique de recherche et de développement et la politique sociale. Voilà. Et enfin, cette GPEC, gestion des emplois et des parcours professionnels, est devenue la GEPP, donc gestion des emplois et des parcours professionnels, donc encouragée par les lois Macron en 2017. Et la GEPP marque une évolution vers une approche beaucoup plus dynamique et proactive de la partie compétences. Donc elle ne se limite plus à une projection sur plusieurs années, mais cherche à accompagner les salariés dans leur parcours professionnel, tout en s'adaptant aux mutations rapides des marchés et des métiers qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quels sont les enjeux actuels de la GEPP en entreprise? On pourrait dire dans un premier lieu s'adapter aux transformations rapides des métiers. Effectivement, dans certains secteurs d'activité, les compétences acquises aujourd'hui peuvent être obsolètes assez rapidement. On parle de 3 à 5 ans sur l'obsolescence de certaines compétences. Donc la GEPP, justement, grâce à des outils dynamiques et des technologies telles que l'intelligence artificielle, permettent justement d'accompagner et d'anticiper ces évolutions. On pourrait parler d'accompagnement sur les parcours professionnels pour construire des trajectoires d'évolution pour les collaborateurs. Effectivement, la GEPP met plus l'accent sur les parcours professionnels plutôt que sur les emplois fixes, tels qu'on le faisait auparavant. Utiliser les données en temps réel, ça c'est aussi l'enjeu, donc avec une cartographie claire et des compétences mises à jour, les RH peuvent identifier assez rapidement, en fin de compte, et proposer des évolutions de carrière à leurs collaborateurs. Voilà. Donc, en résumé, la transition entre la GPEC et la GEPP marque le passage d'un modèle rigide et prévisionnel à un système dit plutôt agile, capable de répondre à des besoins immédiats des entreprises, tout en citant ceux qui sont liés à demain.
Alors Voilà. tout ça un peu sur le papier, hein. Ouais. Effectivement, un changement de loi n'implique pas que les RH, d'un seul coup, vont être capables de passer d'une GPEC qui était inexistence à une GEPP qui est pour le moment, à mon avis, également de l'ordre du mythe en entreprise ou en cours de déploiement, alors qu'on en parle depuis bientôt 10 ans. Tout à fait. C'est pour ça que, en fin de compte, les technologies telles que l'intelligence artificielle entrent en jeu, hein, pour simplifier et accélérer cette transformation, en entreprise. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait ce matin vous exposer avec notre expert Florian, comment, des outils tels que ceux de Cegid ou d'autres sur le marché, nous permettent aujourd'hui de coordonner toutes ces données, afin de la simplifier, de la démocratiser et de la mettre à disposition des entreprises. Voilà, le but étant d'organiser demain son recrutement, non plus sur, des besoins de métier, mais plutôt axé sur la compétence, afin de proposer à ses collaborateurs un meilleur parcours de carrière au sein de son entreprise, hein, fidéliser son collaborateur. Voilà. Il y a une remarque qui est intéressante dans le chat. On nous dit un mythe parce que les RH cherchent aussi la perfection du référentiel et pas un MVP qui vit et évolue. Et c'est souvent le cas. Les RH, quand ils construisent un référentiel, ils ont tendance à vouloir aller dans le détail du sous-détail en termes de compétences, ce qui complexifie encore davantage cette gestion des référentiels. Alors, une petite question à nos invités du matin. Où en êtes-vous dans la gestion des compétences dans votre organisation ? Alors, nous avons un référentiel de compétences bien établi, nous avons un référentiel, mais il est difficile à mettre à jour. Nous commençons tout juste à structurer nos compétences, nous n'avons pas encore de référentiel structuré. Vous pouvez répondre au sondage. Est-ce que vous voyez bien le sondage ? Oui, on le voit bien. Alors non, il ne s'affiche pas. Alors on va recommencer. Est-ce que là c'est bon pour vous ? Oui. Là, ça commence à compléter. Oula. Après, comme tu dis, Christophe, peu importe le contexte réglementaire dans lequel on est, c'est quelle finalité on va utiliser avec ce type de document, parce que des référentiels de compétences très bien structurés qui dorment dans un placard, je pense qu'il y en a un certain nombre, qui traînent, mais la finalité, l'objectif pour moi, il est quand même assez clair dans l'approche. Qu'on parle de GPEC, qu'on parle de GEPP avec une approche un peu plus souple, c'est comment je m'assure d'avoir dans mon organisation la bonne compétence qui est au bon endroit et surtout au bon moment. Enfin, faut pas oublier que d'un point de vue réglementaire, ça traduit aussi une volonté de compétitivité économique. Se dire, bah voilà, est-ce que je suis prêt en tant qu'entreprise, avec ce référentiel qui est à jour et diffusé, à ne pas laisser passer des opportunités de marché, et puis aussi à ne pas me faire dépasser par mon contexte de marché. Donc c'est comment justement j'affecte ces compétences et j'en fais le suivi pour une réalité économique derrière et une réalité de compétitivité au sein de mon entreprise. Ouais. Alors on a une centaine de réponses. Ça donne quoi ? Alors nous avons un référentiel de compétences bien établi, pas grand monde. Nous avons un référentiel mais difficile à mettre à jour. Majoritairement, nous commençons tout juste à structurer nos compétences ou nous n'avons pas encore de référentiel structuré. Et je pense que souvent, le fait de savoir aussi pourquoi on démarre ces initiatives de référentiel, elle est super importante. Sur l'alignement de l'organisation, au niveau du C-level de l'organisation, c'est pourquoi on met en place ce référentiel, et pas que ce soit juste un totem RH de dire j'ai un référentiel de compétences. Encore une fois, la finalité, c'est première, selon moi, une finalité de compétitivité économique. Donc de dire encore une fois, comment je m'assure de ne pas me laisser dépasser et c'est quoi mes capacités, mes opportunités pour me saisir de potentiel sur le marché. Et corollaire à ça, qui est la deuxième phase d'une même pièce, parce que les compétences, ce ne sont pas des
des items magiques qui naviguent dans l'organisation. C'est rattaché à des collaborateurs, donc il y a un enjeu, t'en parlais Sébastien, qui a un enjeu aussi d'attractivité et qui est un enjeu aussi de projection pour les collaborateurs au sein d'une organisation. Et c'est vrai qu'il y a, je suis assez d'accord avec toi Christophe, assez peu d'entreprises qui ont vraiment utilisé cet outil-là et l'utilisent au quotidien comme un élément de compétitivité ou de rétention des collaborateurs. Pour autant, il y a quand même certains cas visibles d'entreprises qui s'en sont saisies et pour lesquels c'est un atout concurrentiel important. On a même des fleurons français qui sont connus sur des cas d'exemple. On parle un peu de Renault aujourd'hui avec l'électrique, on a pu parler de la SNCF à une époque, L'Oréal, c'est aussi des acteurs qui sont connus pour avoir justement une GEPP, une GPEC ou en tout cas une gestion de la compétence qui est hautement stratégique. À l'inverse, on a aussi des exemples de boîtes, alors je ne vais pas citer des boîtes françaises, mais je ne voudrais pas froisser certains de mes clients. Mais on a des cas connus, typiquement Blockbuster, on parle beaucoup de Netflix aujourd'hui. Blockbuster, on le connaît un peu moins, c'était l'acteur qui était dominant avant Netflix, mais qui n'a pas su justement faire cette transition des compétences vers le numérique. Tu as un autre exemple qui est connu aussi, donc qui est un peu plus nuancé, mais qui est celui de Kodak. Donc tu t'es retrouvé dans une situation où tu avais une position hégémonique, mais dans ta prospective économique et de gestion des compétences, tu n'avais pas anticipé une disruption dans le domaine du numérique en l'occurrence. Et ça peut avoir des conséquences qui sont catastrophiques. Alors, T'en as par encore rapport à aujourd'hui, ce... tu prends Et tu en as encore aujourd'hui. Tupperware, tu prends Caddy, toutes ces boîtes-là, alors pour diverses raisons, mais elles n'ont pas anticipé les évolutions entre guillemets technologiques dans leur secteur, où elles les ont mal abordées en étant assises sur une position de leader pendant un certain temps. Et aujourd'hui, si tu ne te projettes pas d'un point de vue business, t'es mort. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est lié au changement de temporalité. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Tu peux très, très vite être ici et te retrouver là un an après. Alors, ce que tu dis, les exemples que tu cites sont très bons, mais on en avait discuté en préparation. Ça fonctionne parce que tu as l'armée mexicaine au niveau de la DRH. Non, mais c'est clair. Et tous les exemples que je cite, tu vois effectivement des entreprises du CAC, des grandes entreprises qui ont potentiellement des équipes dédiées de 5, 10, 15, 20 collaborateurs qui sont dédiés exclusivement à ce sujet-là. Et je pense que c'est là où on en arrive au sujet qui est le sujet de l'intelligence artificielle. Parce que comme dans beaucoup de cas de figure, faut considérer ces outils d'intelligence artificielle comme une manière d'augmenter les individus au sein d'une organisation. Donc là où avant tu avais besoin d'une équipe de 10-15 personnes pour maintenir ce référentiel, faire la collecte d'informations, harmoniser les informations, relier les informations entre elles, tu te rends compte que l'IA va justement pouvoir augmenter un collaborateur unique au sein d'une organisation pour réaliser ce travail qui avant était réalisé par une équipe de 10 personnes. Et tu as beaucoup de cas comme ça, qui ne sont pas forcément des cas dans le domaine de la RH d'ailleurs, où tu vois justement du jour au lendemain une intelligence artificielle. Alors, plus récemment, il y a eu beaucoup d'exemples avec l'IA générative, mais qui te permet justement de décupler ta capacité de production par rapport à ces sujets. Donc souvent, quand on parle de GPEC, on en rigolait juste avant en disant on a tous fait un stage à un moment donné où on allait collecter des informations sur des fiches emploi pour venir les mettre à jour. Cette phase de collecte, c'est souvent la phase la plus pénible, la plus compliquée. C'est souvent la phase dans laquelle en fait on va finalement complètement engluer sa bonne volonté de mettre en place un référentiel et où le référentiel ne verra finalement jamais le jour pour sa finalité stratégique. Et là où l'IA pour moi vient complètement transformer la donne sur la collecte d'informations, c'est que l'IA peut se nourrir d'informations déjà existantes au sein de l'organisation, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des données qui sont issues d'un référentiel passé, mais qui va pouvoir suggérer à l'échelle très vite un référentiel complet. Là où il aurait fallu plusieurs mois justement de collecte d'informations pour réaliser cette tâche-là. C'est quoi les freins justement rencontrés par les entreprises en matière de gestion des compétences ?
La collecte, j'en ai parlé. Déjà, le fait de devoir faire cette collecte-là. Au-delà de la collecte, parce que admettons que tu aies réussi à faire cet exercice de collecte, voilà, tu as harmonisé, tu as mis dans une pièce tous les managers de ton entreprise, tu leur as expliqué la démarche, tu leur as expliqué que quelqu'un allait venir pour justement faire cette collecte d'informations. Après se pose la question aussi de comment tu harmonises ces informations-là. Parce que je te donne un exemple de compétences transverses, tu vois, je sais pas, l'anglais ou la communication, par exemple. Faire de l'anglais ou de la communication entre faire de l'anglais et de la communication au siège social de l'entreprise ou si tu es dans un secteur industriel au sein d'une usine où l'anglais va être un anglais beaucoup plus technique, tu as le même nom de la compétence, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc, au-delà de la collecte, tu as l'enjeu de l'harmonisation. Et c'est souvent là d'ailleurs où le bât blesse, c'est qu'une fois que tu as collecté toute l'info, comment tu crées cette uniformité qui fait que c'est pertinent d'utiliser cette compétence anglais ou communication dans ton organisation. Donc tu as ce sujet-là de l'harmonisation. Après, tu as qui est-ce qui valide dans l'orga, hein, puisque mine de rien, entre des approches qui sont des approches centralisées ou des approches qui sont décentralisées sur les référentiels de compétences, ça peut évoluer, hein. On voit des cas de figure avec des clients qui ont un siège, des filiales, des agences, et encore une fois, si tu essayes d'avoir un référentiel unique, en fait, tu ne sers personne. Tu n'as aucune utilité et tu sers personne. Et le point qui me paraît aussi hautement stratégique, on en a parlé, pour pas que ce soit juste un document totem qu'on met dans un placard, c'est où est-ce qu'on diffuse ce référentiel de compétences. Dans quel processus RH on vient innerver ce référentiel de compétences. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, des fois, des référentiels de compétences, tu en as autant que tu as de processus RH. Ou que d'outils, en fait. Va demander dans un service recrutement à décrire une job desk, tu as toujours une catégorie avec les compétences. Souvent, les compétences que tu retrouves ici, c'est pas du tout les compétences qui ont été listées dans ton référentiel de compétences ou dans ton catalogue de formation. Donc, tu as ce sujet-là aussi de cette diffusion harmonisée. Et puis, après, tu as la maintenance. Quand bien même tu as réussi tous ces exercices, et je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui en sont au point où ce référentiel est innervé, diffusé dans tous les processus RH, tu as la maintenance. Comme l'a dit Sébastien, on passe de la GPEC à la GEPP justement sur des enjeux d'agilité dans le renouvellement des compétences. Et j'ai vu dans le chat une très bonne intervention qui expliquait qu'une compétence, globalement, aujourd'hui, elle a une durée de vie entre 6 mois et 2 ans. Donc forcément, le référentiel qui met déjà plusieurs mois à être constitué, harmonisé, validé, diffusé, bon, vous ne l'avez même pas encore validé, qu'il est déjà obsolète, quoi. Donc il y a cette gestion de la maintenance continue à l'échelle de ces éléments compétences. Alors, petite question au public, on a vu tout à l'heure où vous en étiez en matière de gestion des compétences. À votre avis, à quelle étape l'IA pourrait-elle vous aider dans la création et la gestion des référentiels de compétences? Est-ce que le sondage fonctionne? Ouais, c'est bon. Bon, après, comme on nous le dit dans le chat, hein, l'IA, ok, mais ça n'exclut pas le fait d'impliquer les experts métiers dans la constitution et la validation des référentiels produits. C'est évident, parce qu'encore une fois, l'IA peut servir d'élément d'amorçage, à mes yeux, puisque en fait, cette IA, elle peut se spécialiser en fonction du contexte de l'entreprise. On verra, nous, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place en se basant sur justement les catalogues de formation déjà disponibles, sur les job descriptions qui ont déjà été écrites. Donc il y a un certain nombre d'éléments, de documents desquels transparaissent justement l'expertise métier. Et ça évite, comme dans beaucoup de cas de figure, de partir d'une page blanche, ce qui est souvent très compliqué à amorcer. Et on a vu beaucoup
d'IA se lancer sur des sujets peut-être un petit peu moins compliqués. On en parlait juste avant sur le recrutement. Sur l'édition d'une job description, ça permet d'avoir une base de départ, de partir de quelque part, et après en faire justement l'ajustement. Mais ce qui, à l'échelle, est énorme en termes de charge de travail qui est déportée sur l'IA dans un premier temps. Alors, Parce que qu'est-ce cette qu'on nous expertise dit? métier, on l'a dans l'organisation. On nous dit principalement, bon, c'est à peu près équilibré, hein, mais ce qui ressort un peu plus, c'est centraliser les données issues de différentes sources, CV, fiches de poste, formation, etc. On en avait parlé d'ailleurs dans la préparation. On peut constituer un référentiel. Tu avais un exemple là-dessus, non, de mémoire? Oui, c'est l'exemple que j'étais en train de citer, parce que Jean-Louis Borloo, il n'était pas là à l'époque des 12 travaux d'Hercule, mais monter ce référentiel, on est dans ce type de catégorie, quoi. C'est-à-dire que il faut faire l'analyse de potentiellement des fiches de poste déjà existantes. On peut faire l'analyse aussi des CV disponibles dans l'organisation. On peut faire l'analyse des job descriptions qui ont été faites par l'organisation. Nous, on s'est rendu compte qu'une source de données qui était une source de données relativement fiable et structurée, c'était celle issue des catalogues de formation. Parce que forcément, accessible dans l'organisation, et là je ne parle même pas nécessairement d'un environnement Cégide, vous imaginez un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous avez accumulé toutes les fiches formation que vous avez dispensées, toutes les formations que vous avez dispensées à vos collaborateurs. Elles sont forcément contextualisées à vos enjeux, à votre industrie, à vos besoins. Et là où l'intelligence artificielle et plus récemment l'intelligence artificielle générative est douée, c'est prendre ces éléments-là pour extrapoler justement un premier jet de référentiel de compétences. Et donc ça fait appel aussi à une notion qui est un petit peu technique, mais qui est la détection de compétences adjacentes. C'est ce qu'on appelle l'inférence, hein. C'est pour ça que ces modèles aujourd'hui impressionnent avec l'IA générative, parce qu'il y a aussi d'autres modèles d'IA qui peuvent être utilisés dans les compétences. Avec l'IA générative, on a cette capacité, à partir de documents qui font référence à des compétences, à des sujets de formation, par exemple, à développer un référentiel de compétences complet. Donc on va avoir cette capacité de dire, tiens, si j'ai vu qu'il y avait une formation dans le domaine du marketing, par exemple, une compétence adjacente au marketing va être la communication ou l'inbound marketing. Et du coup, je vais pouvoir aussi extrapoler des outils qui sont associés à ces compétences-là. Et ça, jusqu'à maintenant, encore une fois, c'est des choses qui n'étaient pas possibles parce que la technologie n'était pas là, mais que l'IA générative nous permet aujourd'hui de toucher du doigt avec l'analyse des compétences adjacentes et avec l'inférence de la donnée. Donc l'exercice en fait de collecte dont on parlait, qui est fastidieux, est vraiment en train de se transformer et de se réinventer pour fournir un référentiel de base qui est tout à fait cohérent avec le contexte de l'entreprise, de l'industrie et même du niveau de compétences qu'elle a actuellement. Il y a Catherine qui demande comment l'IA peut-elle aider à plus de robustesse, développement de compétences indispensables pour faire face à l'imprévisibilité. Alors ça, c'est un vaste sujet parce qu'on en revient finalement au sujet premier à quoi nous sert une GPEC, une GEPP en termes d'anticipation stratégique dans l'entreprise. Et j'ai envie de dire, ce sujet-là de l'imprévisibilité, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir justement fournir comme contexte pour expliquer au LLM cette imprévisibilité. Typiquement, aujourd'hui, ces modèles qui sont pré-entraînés sur des sources importantes d'informations connaissent aussi le contexte d'une industrie. Alors bien évidemment, il y a des choses que l'IA n'anticipera pas, il y a des choses que les humains n'anticiperont pas, et j'en reviens justement à ce qui a été dit plus tôt, c'est que ça ne nous dédouanera jamais de nous pencher sur l'expertise métier des managers, des directeurs qui sont en poste, puisque cette imprévisibilité, elle peut être des fois remontée par ces IA, mais la majorité du temps, ça va être la sagacité et l'expertise managériale qui en donnera l'information. Ce qui est aussi difficile, puisque ce n'est pas forcément des informations qui sont normées dans des systèmes d'information. Il y a quand même un point qui est assez intéressant, c'est que tu l'as dit, on peut construire un référentiel en partant de zéro, en partant sur des éléments existants comme,
je ne sais pas, les plans de formation, comme des fiches de poste, on peut agglomérer un certain nombre de documents de l'entreprise et laisser l'IA nous faire une proposition, mais on peut aussi lui dire complète et adapte en fonction de référentiels externes. Tout à fait. Et on peut aussi lui dire détecte à l'externe les compétences émergentes. Donc après, c'est toute l'expertise que nous, on va mettre en place sur les sources de données que tu veux bien contextualiser à cette IA générative. Je voyais dans le chat, il y avait une question, quand on parle d'IA, on parle de quoi? Donc on parle déjà d'une constellation d'intelligence artificielle, parce que tu peux avoir des IA de machine learning assez traditionnels qui peuvent cruncher une quantité d'informations. Tu peux utiliser des large language models, donc qui sont d'ailleurs pas nécessairement ceux utilisés par ChatGPT, mais certains qui sont plus spécialisés sur de la compétence en entreprise, puisque ça existe. Et tu peux, à ces LLM, fournir aussi des éléments de contexte. Donc on en a parlé, les éléments de contexte de ton organisation, ta CVTech, tes fiches emploi existantes, ton catalogue de formation. Mais comme tu l'as dit, tu peux aussi alimenter avec des sources que tu considères comme étant qualifiées et bonnes. Notamment, nous, on utilise, tu vois, les sources de l'ESCO, qui est une source de données open source au niveau européen sur les compétences en entreprise, et qui permettent justement de compléter et de donner un contexte qui est quand même très exhaustif. Et encore une fois, j'en reviens un petit peu à mes 12 travaux d'Hercule, c'est imagine, tu es collaborateur RH ou stagiaire RH, et on te demande, à partir d'une base EXCO qui représente des centaines de milliers, si ce n'est des millions de compétences, de décider quelle va être la compétence pertinente, comment tu vas en gérer sa gradation de junior, senior, expert, bah, tu as intérêt à te lever tôt. Là où sur l'utilisation de l'IA, on dit souvent que l'IA, elle fait le heavy lifting. En gros, elle fait le gros du boulot, elle soulève une grosse partie de la charge en réalisant ça. Donc après, tu as cette phase qui reste cette phase de validation. On en parlait juste avant de comment tu valides ce référentiel-là, qui dans le cadre des IA, en tout cas je parle pour nous, c'est Gide, quelle que soit l'IA, là on parle des IA de compétences, mais on en a aussi dans le recrutement, dans la performance. L'IA ne décide jamais toute seule de rentrer une compétence dans le système. Et là-dessus, on se base d'ailleurs sur des mécanismes qui existent dans nos outils depuis des années maintenant, puisque tu sais, dans la gestion des référentiels, tu avais initialement des gestions qui étaient des gestions plutôt centralisées vraiment à la main des RH, puis après on a décentralisé un petit peu le processus, donc on a laissé aussi aux collaborateurs la possibilité de renseigner des compétences, mais il y avait toujours un système qui était un système de validation. Est-ce que j'accepte que cette compétence, elle soit rentrée dans mon référentiel? Donc tu as toujours ce système de validation. Et quand tu en es à ce stade-là, tu as déjà une grosse partie du boulot qui a été fait. Et là où j'en conclus aussi sur ce que tu disais, l'utilisation des référentiels externes, on parlait juste avant de comment on peut anticiper potentiellement des changements imprévus. Bah justement, la connectique à ces sources de données externes, déjà, ça peut te donner un élément de réponse, puisque ces référentiels-là, le job de l'EXCO en l'occurrence, c'est de maintenir en jour ce référentiel. Ouais, de la même façon, Grégoire nous dit, pouvez-vous vous connecter à des référentiels de branche ou d'OPCO? Potentiellement, oui, si c'est ouvert, il n'y a pas de difficulté particulière. Tout à fait. Sachant que vous pouvez charger vous-même ce type de référentiel et demander à l'IA. Après, techniquement, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est des choses qui sont relativement simples à faire, je pense, aujourd'hui. Oui, et l'IA s'améliore d'ailleurs au fur et à mesure. Ce qui est mention là, de nourrir des référentiels existants, ce que tu appelles du RAG, du Retrieval Augmented Generation. Donc tu viens spécialiser ou contextualiser plutôt le LLM à une source documentaire que tu juges comme étant une source documentaire de qualité. Donc ce qui permet justement d'avoir des résultats qui sont plus proches de ta réalité. Parce que allez tous sur ChatGPT maintenant et vous lui dites faites-moi un référentiel de compétences, il vous fait un référentiel de compétences. Est-ce que ce référentiel de compétences il est pertinent? Vraisemblablement pas, parce que vous ne lui avez pas contextualisé justement à des sources documentaires qui sont les vôtres.
Alors, il y a Émilie qui pose une question qui est un peu la finalité finalement. C'est existe-t-il un outil qui permet de créer le parcours d'un collaborateur comme un GPS qui indique comment se rendre d'un point A à un point B? Ben voilà, Émilie a décrit notre roadmap, puisque effectivement, quand on a commencé à aborder ce sujet-là, qui est de dire, bah, attendez, on pourrait utiliser ces technologies-là pour structurer un référentiel, en se disant, bah voilà, en fait, je vais te créer ce référentiel, je vais en gérer la gradation, les juniors, les seniors, les experts. On se dit tout de suite après, mais le collaborateur, comment lui, il peut se projeter dans son évolution de carrière? C'est ce qu'on disait en intro avec Sébastien. La GPEC, ça a une utilité qui est une utilité de compétitivité économique, de prospective économique, mais il y a aussi le revers de la pièce c'est un outil aussi de fidélisation des collaborateurs. Parce que, encore une fois, les compétences, c'est pas des éléments qui planent, des items qui planent dans l'air, c'est rattaché à des personnes qui ont des ambitions, des volontés, des évolutions de carrière. Donc forcément, l'étape d'après, qui n'est pas, encore une fois, bien compliquée à partir du moment où on se saisit de cette technologie et que ces technologies d'IA sont intégrées dans nos outils, c'est de proposer aux collaborateurs cette évolution de carrière. Ou même à la main du collaborateur de dire, bah tiens, moi, j'ai entendu parler de ce poste-là, par exemple. Aujourd'hui, il y a des informations de contexte sur moi. On parlait de la Talent Marketplace ou du Talent Profile dans l'environnement Cegid, puisque on a des informations sur les collaborateurs au sein de l'organisation. L'IA peut dire, bah tiens, je vois que toi, tu as telle compétence, tu es sur tel poste aujourd'hui, tu as telle ancienneté sur ce poste. Si tu veux devenir, j'en sais rien, directeur marketing, par exemple, bah, il te manquerait telle ou telle compétence à acquérir. Et pour acquérir ces compétences, d'ailleurs, je te suggère d'aller suivre telle formation qui est disponible sur ton catalogue en ligne ou ton catalogue de formation de ton entreprise. Et c'est là où l'IA, on en parlait tout à l'heure de la diffusion du référentiel. C'est bien d'avoir un référentiel, mais ce référentiel, on l'innerve dans quel processus RH? Bah, typiquement, j'ai vu le terme de GPS de carrière que j'aime bien, c'est là-dedans que ça se joue. C'est je suis connecté au référentiel, je suis connecté au talent profile du collaborateur, je suis connecté au catalogue de formation, je suis en capacité de proposer ce parcours d'évolution. D'ailleurs, on est vraiment dans ce changement de posture d'un point de vue stratégique en RH, c'est que pendant très longtemps, et encore beaucoup d'entreprises, les RH avaient des plans de développement spécifiques pour les hauts potentiels, pour les juniors. Bon, voilà, c'est les deux plans les plus. Aujourd'hui, on se dit plutôt, ok, non, et on stoppe. Alors évidemment, on a toujours des postes critiques, mais on se dit plutôt aujourd'hui, donnons plutôt la main aux collaborateurs pour qu'ils prennent vraiment la main sur sa carrière. Et donc, pour pouvoir ce faire, il faut au maximum être en mesure de l'aider à se projeter dans l'organisation en permanence, avec effectivement, bah voilà, si tu veux aller d'un point A à un point B, bah moi, par exemple, Christophe, il faut que je puisse voir, ok, je veux aller au point B, comment je m'y prends, quelle formation il va falloir que je suive, qu'est-ce qu'il faut que je demande en interne, combien de temps ça pourrait prendre, est-ce que c'est possible, pas possible. Mais tout l'objectif aujourd'hui, c'est ça. Et finalement, l'IA arrive à un moment où les stratégies RH vont de plus en plus dans ce sens. Parce qu'en fait, donner la main au collaborateur, on parle beaucoup de responsabiliser le collaborateur sur sa carrière. Alors qu'avant, on était plutôt à l'inverse. Mais pour le responsabiliser, il va bien falloir pouvoir lui expliquer ce qui existe dans l'entreprise. Et aujourd'hui, la complexité des entreprises, c'est que bien souvent, les RH te disent « Ah bah ouais, mais moi, mon collaborateur, il connaît 30 métiers sur 200. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Et puis, c'est un changement d'usage. L'exemple que tu dis, il est très pertinent. Pourquoi les organisations, aujourd'hui, elles s'étaient peut-être concentrées sur des pipelines juniors ou des pipelines haut potentiel? C'est que tu réduis la complexité en faisant ça. Ouais. Parce que finalement, tu te limites à un nombre de collaborateurs et tu dis, bon, bah, eux, on va faire effectivement un parcours très léché, très toiletté, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas gérer ça sur l'ensemble de l'organisation. Ça démultiplie d'autant les parcours, les cas de figure. Et encore une fois, on en revient à cette problématique de maintenabilité dans le temps et de construction où on n'a juste pas la capacité
physiques et humaines de réaliser ces plans. Et le deuxième point que tu dis, c'est les usages. Hein. Enfin, faut pas oublier qu'on est quand même dans une évolution où aujourd'hui la consommation de la formation ou l'évolution des compétences, alors ça fait 15 ans qu'on le dit, j'en ai conscience, mais on est quand même dans un élément très transformatif où la durée de vie des compétences, elle est beaucoup plus courte. On a parlé pendant des années de la formation tout au long de la vie. On est en plein là-dedans. Et donc, c'est vraiment aussi un changement de mentalité qui n'est pas que lié à une révolution technologique. On en parlait juste avant que le webinaire démarre. Je faisais un parallèle un peu hasardeux avec Teams. Il y a cette technologie qui est arrivée, la vidéoconférence. Les usages et les pratiques derrière du télétravail, hybridité, etc., ça a suivi de manière un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que la technologie a déclenché des possibles qui n'étaient pas nécessairement anticipés. Sur la gestion des compétences, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a cette possibilité de gérer maintenant à l'échelle, individualiser les parcours. Est-ce que la DRH, est-ce que les organisations sont prêtes? Je pense que certains le sont, mais ceux qui ne le sont pas se feront dépasser par d'autres. Ouais. Il y a Guillaume qui dit, les IA étant entraînées sur des données préexistantes, n'y a-t-il pas un risque de biais sur le parcours de carrière d'un collaborateur généré par l'IA? C'est une très bonne question. Alors, je ne suis pas un spécialiste technique, mais je tends à dire que cette réalité est de moins en moins vraie, puisqu'on était parti effectivement sur des modèles, alors là on parle de l'IA générative, hein, sur des modèles qui ont été pré-entraînés. Encore une fois, maintenant, ces modèles, pour la grande majorité, ont accès au monde extérieur, donc ils ont accès effectivement en temps réel à Internet ou à d'autres sources de données en temps réel. Et encore une fois, c'est LLM qu'on a pré-entraînés, donc qui ont une intelligence pré-entraînée, peuvent être contextualisés avec des données qui sont tout à fait récentes. Donc on n'aura pas je dis n'importe quoi, un nouveau métier qui se crée là au mois d'avril et un modèle qui n'aurait pas été entraîné avant le mois d'avril. On part du principe qu'il n'y a pas accès ou qu'il n'y ferait pas référence, c'est faux. C'est-à-dire que si on lui donne cette information a posteriori sur un système de RAG notamment, il aura cet élément de contexte. Ouais, et puis initialement, on reste quand même dans le contexte de l'entreprise. Hein. On a dit qu'on pouvait ouvrir des référentiels externes. On est sur de la data qui vous est propre. Hein. L'idée, c'est quand même d'être dans un environnement sécurisé. Il y a Sloan qui disait il y aura toujours des biais, même les modèles étant de plus en plus riches, c'est de moins en moins le cas. Et puis, ce qui est vrai, c'est que l'humain est aussi plein de biais. Oui, finalement. Et ça, bon, après, il y a toujours deux écoles là-dessus, mais tu as des cas très célèbres dans le recrutement, si on reste dans la sphère RH, où quand tu fais des tests en double aveugle entre des recruteurs ou des IA, c'est souvent les IA qui ont moins de biais, ou même plus loin de nous. On avait souvent le débat de l'IA qui n'est pas humaine, pas empathique. Bon, ils avaient fait des tests, je crois que c'est l'université de Stanford, sur des médecins, où tu te rends compte que les IA qui font des diagnostics, bon, il s'avère qu'elles sont plus empathiques que les médecins. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il faut aussi que d'un point de vue RH, DRH, manager ou tout à chacun, on se décolle un peu aussi des dogmes qu'on peut avoir ou des a priori. Il y a un phénomène d'acceptation aussi. Hein. C'est clair. C'est clair. Mais honnêtement, pour avoir vu la capacité sur le sujet, si on en revient au sujet des référentiels de compétences, pour l'avoir fait très jeune stagiaire pendant des mois à essayer de collecter l'information, l'harmoniser, quand on voit aujourd'hui que l'IA te permet d'avoir une base de démarrage qui est quand même extrêmement solide dans la constitution de ton référentiel, dans l'arborescence de ton référentiel, dans la visualisation de ton référentiel, voilà, tu te rends compte que quelque chose qui était un doux rêve théorique, là, c'est plus du tout un rêve et ça devient une réalité, quoi. Je suis pas trop d'accord avec Isabelle qui dit l'IA ne fait pas de biais, mais les programmateurs de l'IA, oui, parce que je pense qu'en fait, l'IA ne ressort et ne se base que sur des datas, entre guillemets, à exploiter. Et en fait, généralement, les biais viennent de la qualité des datas. On en a peu parlé, mais évidemment que toutes ces déclinaisons, ces utilisations de l'IA ne peuvent être opérées qu'à partir du moment où les données sont quand même relativement fiables dans les SIRH existants.
Ah bah, je vais reprendre Oui. l'adage, vous m'excuserez, du cheat in, cheat out, hein. Donc c'est la qualité de la donnée qu'on met, en entrée, ou là, dans le cadre des LLM qui sont pré-entraînés, quelle typologie de données on les expose pour avoir leurs conclusions. Forcément, hein, si vous donnez à un LLM, un référentiel qui est complètement faux avec, des job descriptions qui sont, volontairement farfelus, son retour sera farfelu et mauvais, hein. Ça, c'est évident. Est-ce que tu peux nous montrer, tu avais prévu 1 ou 2 petits schémas pour montrer la structure parce que je vois que Oui, c'est vrai, il est déjà 45, tu vois? j'en ai un Le temps tourne. j'en ai un peu oublié ça, mais là, vous devriez voir, mon écran logiquement. C'est bien le cas? Ouais. Oui. Ce que vous voyez là à l'écran, donc on a essayé de représenter, hein, ce référentiel dynamique de compétences, puisque souvent quand on parle de référentiel de compétences, on l'associe souvent, là je reprends ma casquette, CJD-HR et suite, on l'associe souvent à la partie talent management, skills management, alors qu'en réalité, les sources d'informations qui viennent nourrir ce référentiel, elles sont partout dans la suite. Et ça, Christophe, on en parlait lors de la préparation de l'entretien. Je pense qu'il y a aussi vis-à-vis des éditeurs un mouvement de balancier qui est en train de se réopérer vers la suite unifiée. Parce que Tout à fait. les IA ne fonctionnent bien que dans un contexte qui est harmonisé en Tout à termes de fait. structuration de données. Et donc là, ce référentiel, aujourd'hui, on a donné des exemples, il vient se nourrir à la fois des éléments issus du catalogue de formation, il vient se nourrir à la fois des éléments qui sont issus de l'ATS, mais aussi de sources de données du corps RH et potentiellement d'autres données de contexte auxquelles on aura pu nourrir cet agent IA, cet agent CJPulse chez nous, donc qui lui permet du coup de générer ce référentiel de base. On n'en a pas beaucoup parlé, mais un des grosses épines du pied dans la gestion des référentiels, c'est la gestion des doublons. On a parlé un peu des compétences adjacentes, mais quand j'ai chefferie de projet d'un côté, project management de l'autre, en fait, on fait écho à la même chose, mais c'est juste qu'on l'a wordé différemment. Donc ça, la capacité d'harmonisation est très bonne avec ces outils-là. Et puis, il y a forcément, effectivement, on en a parlé un petit peu sur l'enjeu stratégique, c'est l'identification potentielle des trous dans la raquette. Et comment ces trous dans la raquette, après, je viens les combler avec la formation et la montée en compétences des collaborateurs. J'ai bien aimé le terme de GPS de parcours de carrière, puisque c'est effectivement des choses que l'on veut proposer avec nos coachs carrière, justement. Top. Eh ben, merci à tous les deux. Ça sera la conclusion de ce webinaire. Vous pouvez retrouver Florian Cordel et Sébastien Lipa sur LinkedIn si vous souhaitez les contacter. Suivez-nous sur LinkedIn, avec plaisir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Christophe, merci Sébastien. Excellente journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir à tous et toutes. Au revoir.